Douleur préférée. Je suis pas masochiste, mais s'il y avait une douleur à préférer, je dirais la passion. Passion sentimentale parce que c'est terrible, mais la passion politique aussi. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on vous aime? On me dit souvent parce que je suis sincère. Parfois il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, c'est rare mais c'est de plus en plus fréquent. Et ça me surprend toujours, alors je leur dis mais pourquoi vous venez me voir? Et ils me disent parce que vous pensez ce que vous dites. Et c'est vrai que je pense ce que je dis. C'est si rare dans le monde politique. Il y a une phrase de De Gaulle qui est une très belle phrase qui dit « Les hommes politiques sont toujours surpris quand on les croit, parce que comme ils ne croient pas à ce qu'ils disent, ils sont d'autant plus surpris. » Ben moi je crois ce que je dis et c'est bien mon problème dans la vie politique. Si demain vous deveniez un petit commerçant, que vendriez-vous? Des livres. J'aimerais bien être libraire. Mais je ne crois pas que je serais un bon commerçant parce que je lirais tous les livres et je ne m'occuperais pas des clients. Si vous pouviez vous réincarner, serait-ce à nouveau en homme politique? Alors ça, c'est la question la plus difficile peut-être. Parce que d'un côté, je ne sais pas très bien ce que je pourrais faire d'autre. Et d'un autre côté, je me dis, quel foutu métier. Est-ce que finalement, la vie vaut d'être en permanence comme ça, sur le qui-vive, à vouloir s'occuper des autres d'une certaine façon? Et je rêvais quand j'étais petit d'être architecte, peintre. Alors j'hésite. J'aimerais quand même être réincarné en homme politique. Mais si vraiment je suis trop déçu de la politique, dans quelques années, je dirais peut-être je veux peindre solitaire. Poursuivre pendant une traversée du désert, de quoi seriez-vous capable? Quelle traversée du désert? Le vrai désert? Alors là, il faut capturer un dromadaire. Et si c'est le désert politique, il faut rester soi-même. Surtout ne pas dévier de sa trajectoire. Je relisais un livre, je préparais mon discours pour le gymnase Japy dimanche, et j'ai relu Rhinocéros de Ionesco. C'est un très beau livre et la conclusion est extraordinaire. Même si tous vos voisins deviennent des rhinocéros, ben vous devez rester vous-même. Alors dans la traversée du désert, surtout restons soi-même. Si vous déterriez la lampe d'Aladin, quels seraient vos 3 vœux? Alors là c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, mon vœu, ce serait de recevoir ce matin 100 signatures pour l'élection présidentielle. Mon deuxième vœu, très daté, ce serait finalement de bénéficier à vous de juger, dont a bénéficié Nicolas Sarkozy, 3 heures sans aucune question gênante. Mais je ne peux pas médire sur à vous de juger, je suis invité pour le 8 février. Puis un vœu un peu plus déconnecté quand même de la politique, ce serait d'être heureux, tranquille, et de voir son pays aller bien. Voilà. S'il n'en restait qu'un, vous seriez celui-là. Mais s'il en restait 2, quel serait l'autre? Ça c'est dur. Très dur. Bon, allez, je dirais ma femme. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais qui est le meilleur ami de l'homme politique? J'aimais pas savoir. Ses proches amis qui ne font pas de politique. Peut-on avoir des amis en politique? Un jour Philippe Séguin m'a dit, il n'y a pas d'amis en politique. J'étais désespéré. Et je lui dis, mais si Philippe. Et je persiste à croire qu'on peut conserver des amis en politique. Mais peut-être faut-il qu'ils ne soient pas des hommes politiques eux-mêmes. Parce que malgré tout, dans la politique, il y a des liens extraordinaires qui se tissent. Pas avec les concurrents, mais avec le peuple au bon sens du mot. Avec ceux qui vous soutiennent. Qui donnent un temps incroyable pour vous. Et pour les idées surtout que vous défendez. Donc je persiste à voir la politique comme quelque chose de beau, et pas obligatoirement comme quelque chose de cynique et d'affreux. C'est aussi ma naïveté dont je parlais tout à l'heure. À part serrer d'autres mains, qu'est-ce que vous faites très bien avec les vôtres? Rien. Rien. Ombre chinoise, non. Tour de magie, non. Origami, non. Non. Les lacets de mes chaussures. Que ne supportez-vous pas que l'on ne vous dise pas? La vérité. Je ne supporte pas qu'on me cache les choses. Voilà. Je veux savoir. C'est mon côté peut-être un peu maso, je parlais de la douleur préférée. Bien, ma douleur préférée, c'est peut-être de savoir la vérité. Pour autant, je ne l'écoute pas toujours, heureusement. Parce que si un homme politique écoutait la vérité qu'on lui dit, on ne ferait jamais rien. Ne préféreriez-vous pas, pour cette présidentielle, avoir l'autre sexe? C'est vrai que c'est à la mode, mais c'est peut-être avec le climat la chose la plus difficile à changer, donc encore une fois, il faut être soi-même. Et puis, bon, voilà.
La présidentielle n'a pas dit son dernier mot. Lequel de vos défauts préférez-vous le plus? Alors ça, vous savez, c'est extraordinaire dans les questionnaires en général, les hommes politiques. Quel défaut avez-vous? Je suis un peu impatient. C'est pas un défaut. Alors quel défaut je préfère? Ben, je n'ai pas de défaut, voilà, c'est mon principal défaut. Si l'espace d'une heure, vous aviez le pouvoir absolu, qu'en feriez-vous? Alors c'est très simple, j'abolirais le pouvoir absolu. Parce que le pouvoir absolu, c'est ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Le pouvoir absolu, ce sont les tragédies du XXe siècle, c'est la Shoah, c'est le stalinisme. Le pouvoir absolu, c'est la fin de l'être. Donc si j'avais le pouvoir absolu, je le détruirais à jamais. Rêve prométhéen. Pour être trahi, il faut d'abord avoir été aimé, c'est vrai. Qu'avez-vous été le plus souvent? Je préfère pas savoir. Et je vais vous dire, souvent on m'a souvent reproché ici dans ma vie de ne pas être rancunier, en me disant mais comment ce type-là, il t'a injurié, il t'a insulté, il t'a trahi, il était gentil avec lui, ben j'oublie. J'ai une faculté d'oubli extraordinaire, et ça me sert énormément en politique. J'ai une faculté d'oubli, je ne vois jamais le passé, je vois toujours l'avenir. Ça c'est une grande force en politique. J'ai pas beaucoup de talent de sculpteur, hein. Mais c'est un homme, un être. Voilà, un être qui marche, les mains ouvertes, la figure un peu énigmatique. Voilà, on va ranger son nez. Voilà. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça? D'abord parce que je savais pas quoi faire et je me suis dit que c'était assez simple. Pour deux raisons. D'abord parce qu'un jour, je visitais un quartier, des quartiers difficiles de ma circonscription, et il y a une association d'handicapés, et il y a un gamin qui m'a donné une petite sculpture en fil de fer qui représente un personnage. C'est juste des bras, comme un Giacometti. Et c'est le plus bel œuvre que j'ai jamais vu, et qui est sur mon bureau depuis toujours. Et j'ai pas son talent, vous voyez. Et lui, il a été handicapé mental, il a fait un truc fabuleux. Et ça m'a toujours marqué. Voilà. Donc j'ai essayé de faire un peu pareil, mais c'est beaucoup moins bien. Et puis parce que dans mon livre, vous m'avez demandé de parler de mon livre, j'ai mis au début une phrase que j'adore. Il y a un ange enfermé dans cette pierre et je m'efforce de le libérer. C'était Michel-Ange qui répondait à une question du pape qui venait visiter son atelier, et Jules II je crois. Et il lui a dit cela, il a dit, voyez, il y a un ange dans cette pierre, je m'efforce de le libérer. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire comme réflexion, que ça montrait à quel point Michel-Ange était un génie, un extraterrestre presque. Et comme quoi dans l'art il y avait quelque chose de surnaturel. Et puis je me suis dit que finalement pour un bouquin politique, est-ce que finalement c'était pas la meilleure citation? Oui, il y a un ange enfermé dans une nation qu'il faut libérer. C'est ça le boulot d'un homme politique. Et dans ce livre, j'ai essayé de dire une autre politique est possible, on peut faire autre chose de notre pays. Notre pays est tombé tellement bas, il est tellement médiocre en ce moment, non pas que les forces de ce pays soient médiocres, mais il est méprisé par ceux qui le dirigent. Qu'ils soient d'ailleurs grands chefs d'entreprise, patrons de médias pour certains, ou certains hommes politiques. Je ne dis pas que tous sont comme ça, bien sûr. Et tout l'enjeu des 10 prochaines années, c'est de faire éclore autre chose de notre pays, de faire ressortir tout ce qu'il a de bon, au lieu de toujours l'enfoncer et de toujours nier ce qu'il y a de magnifique dans notre pays. Voilà un peu la mission entre guillemets que je me fixe, non pas une mission excessive, mais simplement de participer. Et hier dans mon discours, je finis là-dessus, j'ai cité une phrase de Clémenceau que j'avais retrouvée, une phrase très pessimiste de Clémenceau en 1921, et il disait mais je ne vois pas de jalons d'intelligence. Mais j'ai conclu mon discours en disant il y a des millions de jalons d'intelligence en France. Simplement on doit leur parler, on doit les rassembler, on doit donner une autre image du pays et de la politique. Alors évidemment ça sera très dur, je ne sais pas si c'est moi qui le ferai d'ailleurs, peut-être un autre, mais ce qui est important c'est d'essayer. Alors voilà, ce petit bonhomme c'est le jalon d'intelligence qu'il faut réveiller.
Et il y en a beaucoup dans notre pays. J'espère qu'ils sont de meilleure qualité que cette pâte à modeler. Mais l'espoir fait vivre. Voilà. Et un homme politique, c'est quelqu'un d'optimiste.